pas l'utilité. L'auteur du Chant du Monde, d'un roi sans divertissement, de Colline, de Requin et de tant d'autres chefs-d'œuvre, nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous en direct de Chabran, au pôle culturel, pour parler de ce court texte paru dans la revue Europe sous le titre Choc, refus d'obéissance. Jean Giono, bonjour. Bonjour. Alors en faisant paraître ce texte, vous avez dit vouloir donner à ces pages la valeur d'un refus d'obéissance. Que voulez-vous dire? Pas plus, mais certainement pas moins que ne veulent dire ces deux mots, refus et obéissance. Oui, je refuse d'obéir. Et je refuse d'obéir parce que je trouve qu'il y a de plus en plus d'anciens pacifistes qui obéissent, qui suivent, qui empruntent des chemins qui, selon moi, conduisent inéluctablement aux armées. Et quand on sait que des armées au conflit, il n'y a qu'un pas, eh bien oui, je refuse d'obéir. Et je refuse d'obéir, même si ça doit inquiéter certains de mes amis, dans les sphères politiques ou littéraires. Alors je rappelle le principe de l'émission qui aplanit les époques, rapproche et abolit le passé, le présent et futur. Alors justement, Jean Giono, l'histoire montrera que vous allez payer cher ce refus d'obéissance. Oui, absolument, mais je refuse d'obéir, parce que nous vivons une époque en 1937 qui est fabuleuse. Je trouve que l'on ne respecte plus l'homme, et ça me blesse profondément. Partout, on entend qu'il faut, que l'on doit obéir, suivre, imposer, dicter, interdire, et on dit cette chose écœurante pour moi, quasi dégoûtante, excusez-moi d'emprunter ce terme, mais on dit que la génération présente doit se sacrifier à la génération future. Qu'est-ce que ça veut dire, Jean Giono, à notre époque, que de se sacrifier à la génération future? Écoutez, j'allais poser la même question. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, on sait par expérience, et quelles que soient les époques, on sait qu'une génération nouvelle a toujours, ou le plus souvent, des goûts, des désirs, des envies qui sont complètement différents de ceux de la génération précédente. Donc je le dis ouvertement, mais je n'ai que faire des 10 heures de bonne aventure. Je me méfie même de ces bâtisseurs d'avenir pour qui bâtir l'avenir des enfants à naître consiste, si je comprends bien, à pratiquer quasiment un holocauste parmi la population vivante. Non, mais soyons sérieux. Pour moi, l'homme n'est la matière première que de sa propre vie. Et c'est tout. Donc vous refusez d'obéir. Et donc je refuse d'obéir. Mais pour moi, je trouve que ce sont de très bonnes raisons pour refuser d'obéir. Mais je peux vous en donner une autre qui est peut-être plus intime, celle-là, beaucoup plus personnelle. Je refuse également d'obéir, ou je refuse surtout d'obéir, parce que je ne peux pas oublier la guerre. Je ne peux pas. La guerre de 14-18. Je ne peux pas. Et croyez-moi, j'aimerais du fond de mon âme, mais je ne peux pas. Alors bien sûr, je vais passer 2-3 jours, 3 jours grand maximum, où je vais pouvoir un peu m'extirper de ces horreurs de cette période, mais après elle me reprend, elle me surprend à nouveau, je la vois, je l'entends, elle est là, vous savez, comme une bête, elle me traque, je la sens, je la subis encore et j'ai peur. J'ai peur. 20 ans ont pratiquement passé, malgré les petits tracas de la vie, malgré ses petits plaisirs aussi, enfin malgré la vie, tout simplement, je ne peux pas me laver de la guerre. Je ne peux pas. Ces années, ces 4 ans d'horreur sont là, en moi, je les porte. Je les porte, vous savez, comme Lady Macbeth, qui portait la tache de sang après le meurtre du roi Duncan. Nous autres, les miraculés de 14-18, nous portons en nous la marque indélébile de la guerre. Et pour rappel, pour ceux qui ne le sauraient pas, Jean Giono, vous avez été soldat de 2e classe dans l'infanterie lors de la Première Guerre mondiale. Vous avez combattu à Verdun, à Noyant-Saint-Quentin, vous étiez au Chemin des Dames, au Fort de Vaux, sur d'autres lieux de batailles encore. Oui, et vous voyez, en évoquant tous ces champs de bataille, vous venez de refaire naître en moi toute une armée de camarades tombés au champ d'honneur. Si j'ai 30 secondes, j'ai fait partie de la 6e compagnie.
C'était même la première 6e compagnie. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de jeunes gens qu'il lui a fallu à cette 6e compagnie. 100 et 100 fois, il lui a fallu du sang frais à cette 6e compagnie. Vous savez, c'était un peu comme une mesure ou comme un boisseau de blé. Quand il était vide, ou quand il ne restait plus que quelques grains d'homme collés là entre les rainures, eh bien, il fallait le remplir à nouveau, le remplir du sang chaud, bouillonnant, qui regorgeait des jeunes hommes de 20 ans que nous étions alors. Lorsque vous êtes parti au front, Jean Giono, vous avez dit y être allé sans croire à la patrie. Oui, j'ai dit ça. J'ai eu tort, mais j'avais 20 ans. J'ai eu tort, non pas de ne pas avoir cru en la patrie à cette époque-là, non, j'ai eu tort d'être parti. Écoutez, je n'ai jamais été blessé, mis à part les paupières du fait des gaz. Je n'ai jamais été décoré, une fois par les Anglais pour un acte qui n'était pas vraiment un acte de guerre. J'étais un soldat de 2e classe, comme vous l'avez précisé, c'est-à-dire qu'à cette époque, pour une guerre, un soldat de 2e classe est comptabilisé en hectolitres de sang potentiel à être versé. J'ai fait toutes les attaques sans fusil, ou plus précisément avec un fusil, mais comme un bâton, inutilisable. Alors quand 20 ans après je dis que j'ai eu tort, c'est que j'aurais dû refuser de partir à l'attaque. J'aurais dû déserter, mais je ne l'ai pas fait, c'est lâche. Mais j'avais 20 ans, c'est ce que je me dis. Comme une excuse. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, j'avais 20 ans, mais nous avons été trompés par tous ceux qui savaient que nous avions 20 ans, par tous ceux qui savaient que nous étions jeunes. Nous avons été trompés par tous ceux qui savaient ce qu'il fallait dire aux jeunes hommes de mon âge pour leur faire accepter la saignée. Nous avons été trompés, trahis par des gens qui avaient un intérêt quelconque à utiliser le sang des jeunes hommes de 20 ans. Il faut préciser qu'à cette époque, tout ce qui pouvait être en lien avec l'héroïsme, l'égoïsme, la fierté, la dureté, l'honneur, l'orgueil, tout cela était exalté par les hommes politiques, par les industriels, par les banquiers, mais aussi par des hommes de lettres. Ah non, mais c'était pas surprenant, tous les domaines étaient touchés, vous savez. Alors c'est vrai qu'il faut se rappeler un peu cette époque d'avant-guerre, les quelques semaines, les quelques mois, tout était très cocardier, hein, tout à la gloire de la guerre, l'uniforme, les Marseillaises, la victoire au bout du fusil, vous savez. Mais donc les bat-en-guerre, les bâtisseurs d'avenir éclosaient un petit peu partout sur le territoire. Mais il n'y avait pas que des têtes grisonnantes parmi eux. Il y avait aussi des jeunes qui ont vieilli, on va dire par ambition. Des jeunes qui ont trahi la jeunesse par désir d'académie. Alors après qu'il y ait eu des jeunes ou des moins jeunes pour trahir, ma foi je les laisse avec leur conscience, mais moi ce que je veux dire, ou ce que je peux dire actuellement là, c'est que on aura beau me développer tous les arguments pour me faire accepter un prochain conflit, je ne pourrai pas l'entendre, car je ne peux pas oublier la guerre. Mais est-ce que c'est aussi la guerre, ou si je puis me permettre de dire, grâce à ce que vous ne pouvez pas oublier, que vous avez en tant qu'écrivain, ce regard sur la nature, cet émerveillement répété au fil de vos écrits, Jean Giono? C'est vrai que moi j'aime la vie. Je n'aime même que la vie. Donc je comprends qu'on puisse la sacrifier pour des causes justes, belles. Moi-même j'ai soigné des maladies contagieuses et mortelles sans me ménager. Je m'appuie sur le principe de votre émission. Je crois qu'en 2020, vous allez expérimenter, si je puis dire, un confinement mondial du fait de ce virus, le coronavirus. Du coronavirus. Je présume que parmi le monde de la santé, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, beaucoup vont risquer leur vie, je présume, et sans doute que beaucoup vont payer de leur vie pour se battre contre ce coronavirus. Donc ça, je le comprends parfaitement. Mais à la guerre, je vais vous dire, je ne sais pas pourquoi, mais à la guerre aussi, je sais, bien sûr que je sais, à la guerre j'ai peur. À la guerre, j'ai tout le temps peur. Je tremble, pardonnez-moi cette expression triviale, mais je fais dans mes culottes, littéralement. Et pourquoi? Parce que c'est bête, la guerre.
c'est bête, c'est inutile pour moi, c'est inutile pour mes camarades de tranchée, c'est inutile pour cet autre moi-même, en face de moi, à qui on a ordonné dans sa langue de me tuer sans me connaître, et moi, c'est la même chose, c'est bête. Oui, mais alors, à quoi sert la guerre, Jean-Chénou? Donc, à quoi sert la guerre? Ça, c'est la vaste question, ou à qui sert-elle cette guerre? Alors, si je dis que je n'avais pas pu m'en extirper plus de 3 jours, je peux vous garantir que depuis la fin de la guerre, il ne s'est pas passé un seul instant sans que je ne songe à lutter contre la guerre. L'armistice à peine signé, donc j'ai un peu plus de 20 ans, je suis jeune, mais je ne peux pas vivre encore de mes écrits, donc je suis obligé de travailler et pour me nourrir, pour nourrir ma famille. Et à cette époque, dans une banque. Voilà, je travaille dans une banque à cette époque. Eh bien, on va tout faire, tout, pour me licencier. On va prétexter que je suis communiste alors que je ne l'ai jamais été, ni en 19, ni maintenant. Je ne vais pas non plus m'encarter dans une quelconque association d'anciens combattants parce que, naïf que j'étais, je me disais qu'une association d'anciens combattants au sortir de la guerre allait tout faire pour lutter et faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais de nouveaux combattants. Mais non, non. Une association d'anciens combattants en 1919 était créée à seule fin mutualiste, on va dire. Donc, n'arrivant pas à lutter contre la guerre au sein de la société, je me suis tourné sur une société beaucoup plus petite, que je connais beaucoup mieux, la société, si je puis dire, familiale. Et vous avez réussi? Non, je ne crois pas. Mais par contre, je suis resté entier. Donc j'écris pour la vie, j'écris la vie. Je peux vous garantir qu'à 20 ans, quand on a l'impression d'être un miraculé, je n'avais qu'une envie, c'était de la faire bouillonner, cette vie, comme un torrent, vous savez, de la faire se déverser sur ces gens secs et désespérés, parce que je crois que celui qui est emporté par le ruissellement éperdu de la vie, pour faire un peu de poésie, celui-là, il ne peut plus comprendre la guerre. Il ne peut plus la cautionner, et même au-delà de la guerre, il ne peut plus comprendre l'injustice sociale. Vous savez, quand j'écris contre la guerre, tout me revient comme un hoquet, tout est là, hors des lèvres. Je vois encore ces cadavres éparpillés sur des dizaines de mètres carrés. Je sens encore ce mélange de poudre et de sang qui se déverse et qui se mêle à la boue de la terre. Je vois mes camarades qui tombent un à un autour de moi et je ne peux rien pour les sauver. Quand je dis plus jamais la guerre, nous sommes plusieurs à dire plus jamais la guerre. Votre côté communiste, sans doute. Oui, certainement. Mais vous voyez, le lendemain, je ne sais pas par quel miracle, mais tous, nous reprenons notre rang dans le régime civil bourgeois, et tous, sans exception, nous recommençons à produire du capital pour le capitalisme. Et c'est ça, je crois, la réponse à notre question: à qui sert la guerre? Ou à quoi sert la guerre? Voilà, j'ai dit que pour moi, l'homme n'est la matière première que de sa propre vie, mais la réalité est tout autre, malheureusement. L'homme n'est rien qu'un ustensile au service de l'État capitaliste. Alors pour illustrer ce propos, il faut s'imaginer une machine énorme, une belle machine, on n'en fera jamais le tour, bien huilée, toute dorée. C'est une machine, et si on se rapproche, on voit que tous les rouages, tous les engrenages, toutes les pièces, aussi petites soient-elles, ce sont des hommes. C'est une machine homme qui est très bien huilée, qui fonctionne parfaitement. Quand il y a des petits grains de sable, eh bien, elle continue. Et cette machine homme, elle produit quelque chose, des fruits de ce produit, de ce travail. On va le récupérer, on va le remettre en service pour alimenter ces petites pièces hommes, pour leur donner à manger, pour que ça continue encore. Et ça continue. Une sorte de machine perpétuelle. Une machine perpétuelle. Une sorte de another brick in the wall, si je puis me permettre. Mais dites-moi, pour une telle machine, ne peut-on pas lui sacrifier un bras, ou un œil, ou une jambe, une ou deux vies, quoi. Enfin, on ne va
va chipoter quelques dizaines, quelques centaines, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de vies à l'occasion d'une guerre. Et ça continue comme ça. Depuis la nuit des temps, l'homme se transmet, se relaie, ce diplôme sur lequel il est écrit « esclave ». Nos mères, perpétuellement enceintes, nos mères nous donnent naissance qu'à des enfants qui portent la marque, Lady Macbeth, mais la marque de l'obéissance morale, en se disant que finalement, la société n'est pas si mal faite que ça. À défaut de se battre pour la patrie, qui a des relents, si ce n'est préhistoriques, au moins moyenâgeux, mais maintenant on se bat pour quand même de justes causes, pour la liberté, pour la démocratie, contre la dictature, pour la justice. Alors, en même temps, on se bat un peu, beaucoup, passionnément, pour des matières premières. Votre fameuse guerre du Golfe, dans les années 70, 1990. 90. Et on s'est fait à cette idée. On parle de choses, on sait que c'est dur. Je ne sais pas si je peux employer la pénibilité ou la dangerosité de tout ça, et puis de se dire qu'on ne touche pas à grand-chose, finalement. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un ouvrier, enfin pas un ouvrier, un mineur, qui me dit, moi je suis mineur. Et il était fier d'être mineur, et à juste raison. Mais une fois qu'on a parlé de tout ça, c'est pénible. Je sais que je vivrai peut-être moins longtemps que d'autres, mais si la mine ferme, me disait-il, qu'est-ce que je bouffe? Alors curieusement, vos propos, Jean Genot, font écho à ceux d'un homme de théâtre d'origine libanaise, Wajdi Mawad, qui a écrit ces jours-ci un texte et lu sur le parvis de l'Institut du monde arabe, un texte sur le Liban, son pays natal, qui a connu une catastrophe cet été, et qui livrait la même pensée sur ces mères enceintes d'enfants qui inexorablement allaient se sacrifier pour leur pays. Donc voilà, je vous invite à aller voir justement ce texte sur les réseaux sociaux, ce très très beau texte, très fort de Wajdi Mawad. Alors pour revenir à votre mineur, et la peur qu'il aurait de la fermeture de son usine, est-ce que vous ne convenez pas que c'est une réalité pour la quasi-totalité des personnes? Oui, mais bien sûr, mais convenez également que notre attachement quasi instinctif à ce régime bourgeois nous empêche d'être logique avec nous-mêmes. Je m'appuie à nouveau, je profite de ça, de votre émission. En 2020, peut-être qu'il n'y aura pas eu de conflit sur le territoire français depuis de longues années. Depuis 1945. Donc ça fait, tant mieux, ça fait très longtemps. Mais je peux vous garantir qu'en 2020, sans guerre même, et même avec ce coronavirus qui a dû impacter quand même pas mal l'économie, je peux vous garantir que les bénéfices tirés de la production et de la vente d'armes, mais c'est florissant. En 2020, je peux vous garantir que si tout d'un coup on arrête les chaînes de production d'armement sur le sol français, d'armes lourdes, légères, moyennes, toutes les armes, mais le PIB, produit intérieur brut, en prendra un sacré coup. Combien, que diraient les syndicats, mais combien d'ouvriers à la rue en train de pointer, combien d'usines fermées, ça coûterait combien à l'État? Et là alors, dans cette logique, vous aurez peut-être un ouvrier que vous croiserez qui vous dira, moi j'assemble des mines antipersonnelles. Ce ne sont pas mes enfants qui vont sauter dessus, on vend tout ça à des pays, je ne sais même pas les situer sur une carte, mais ce sont des pays en guerre et pauvres. Et par contre, si sur mon usine elle ferme, qu'est-ce que je bouffe, qu'est-ce que je donne à bouffer à mes enfants? Oui, c'est vrai. En rappelant que la France vient de se hisser récemment au 3e rang mondial, derrière les États-Unis et la Russie, des pays exportateurs d'armes de guerre. Jean Genot, faut-il beaucoup de courage pour entrer en lutte contre la guerre? Oh, je ne sais pas. Moi, j'étais à mon niveau. Vous savez, au sortir de la guerre, j'étais jeune, donc j'étais peut-être impulsif, mais à mon petit niveau, hein, je m'étais fait comme un dogme. J'avais dit, jamais, plus jamais, tu ne salueras un officier de carrière. Jamais, au grand jamais, tu n'inviteras un officier de carrière à prendre un verre chez toi. Et même, j'allais beaucoup plus loin, parce que je disais, si mes filles ont des envies comme ça de mariage ou d'amour envers un officier de carrière, tu refuseras la main. Tu refuseras. C'est une action symbolique, en fait. Oui, voilà, c'était un peu mesquin. On me disait, c'est pas vraiment de leur faute. J'avais un peu du mal à comprendre tout ça. Il y a pas mal de métiers à envisager avant de faire celui d'officier de carrière. C'est un avis personnel, mais on a parlé de cet état, enfin nauséeux d'avant-guerre, et
voilà, ça peut ne pas être vraiment de leur faute. Donc, comment lutter, même à son petit niveau? Moi, je regardais les ouvrages de mes filles, les ouvrages d'histoire, et je rayais tout ce qui exaltait la guerre. Eh ben, on aurait dû tout rayer. Que voulez-vous, m'a dit une année l'institutrice de ma fille Sylvie, que voulez-vous, monsieur Giono, que pouvons-nous faire? Et c'est ça, vous savez, vous m'avez reproché mon geste ou mon amitié envers Maurice Thorez, mais on en est là. Hein, on baisse les bras. Après un bon repas entre collègues, entre amis, et ben, une fois qu'on a fait le tour de tout, des vacances, un peu de la famille, et puis de nos petits bobos, des enfants qui grandissent, et puis après on discute un peu de la crise, des salaires, et puis on fait un petit détour du côté des migrants, du côté des guerres, et puis ben, on se dit, voilà, allez, bien, ben, de toute façon, il y aura toujours des pauvres, il y aura toujours des bornes, il y aura toujours des guerres, et voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Alors, Jean Genot, j'ai envie de vous poser cette question. Ici, la guerre était tout simplement, et pour notre plus grand malheur, dans la nature de l'homme. Ah ben, voilà, je pense qu'on vient de le dire. Je crois qu'on s'est fait à l'idée qu'une bonne guerre, ça redynamise l'économie, ça fait du bien. Alors que l'homme soit perfectible, je ne sais pas, il faudrait l'espérer, mais ça risque d'être long. Faudrait être patient. Mais alors en attendant, si en voyant des enfants jouer dans la rue, au foot, au billes, à quoi que ce soit, ou même aux jeux de votre époque, si en les voyant jouer, on doit se dire que tout ça inéluctablement, c'est de la viande pour la boucherie de la prochaine guerre. Mais au mieux, il nous reste à pleurer, mais c'est le mieux. Alors moi, je me permets d'aller un petit peu plus loin, Jean Genot, dans cette réflexion. Est-ce qu'une personne qui se dit contre la guerre n'a pas de fait, n'est pas de fait dans l'illégalité? Certainement, puisque l'État capitaliste considère la vie humaine comme de la matière première pour produire du capital, et ben cet État doit quand même prendre soin un peu de son cheptel, si je puis dire. Sinon, ça risque d'exploser, des mouvements sociaux, des révoltes, des révolutions dans tous les domaines. Donc, pour maintenir cette population dans la légitimité, je pense qu'il se doit, cet État, de la dorloter un peu. C'est-à-dire, pour faire court, des maternités où, voilà, le risque zéro, on s'en rapproche, je pense, des écoles, des universités. Il ne faudra pas oublier les loisirs. Vous savez que les loisirs, comme les jeux du cirque, ça s'adapte très bien au progrès. Donc, de plus en plus aussi. Donc, donner l'illusion que tout ça, c'est possible, que la connaissance peut être possible avec peut-être les ordinateurs, des voyages beaucoup moins chers, faire comme ceux qui étaient l'élite et qui pouvaient le faire. Combien de fous comme moi pensez-vous qu'il y ait de par le monde, peut-être plus en 1937 qu'à votre époque, peut-être qu'il y aura une prise de conscience à votre époque, mais de fous pour considérer un de ces enfants que je viens de citer uniquement dans sa beauté ou dans son humaine liberté. Mais il y en a pas beaucoup. Sans quoi cette belle machine qui a été créée pour broyer un peu les grains de sable, mais elle exploserait sous des pelletées de fous, de poètes, de naïfs comme moi. L'État capitaliste considère la vie humaine comme une matière première pour produire du capital, et pour produire du capital, eh bien, il lui faut de temps en temps des guerres. Les Jean Genot, c'est une catastrophe dans un pays? Ah non, non, absolument pas. La guerre n'est pas une catastrophe pour l'État capitaliste. Ah non, c'est un beau moyen, c'est surtout ça, un moyen de gouvernement. C'est la raison pour laquelle il ne reconnaît pas dans ses lois ou dans son État, il ne reconnaît pas le droit de jouir pour l'homme des beautés du monde, en toute liberté. Qu'est-ce qui fait dire à ces lois? Il y a des lois que pour le sang et l'or. Et ce qu'il fait dire à ces lois, c'est qu'il faut se sacrifier. Nous devons nous sacrifier. Vous, moi, le public ici présent, nous devons nous sacrifier. Mais à qui se sacrifier? Puisque l'État capitaliste nous cache quand même gentiment le chemin de l'abattoir. Donc à qui faut-il se sacrifier? Et bien, on en revient au début de notre entretien. Se sacrifier aux générations futures, se sacrifier à nos enfants. Et en employant ces termes ou en les détournant, on va rameuter du monde. On va faire culpabiliser les gens. Qui, parmi nous, refuserait de se sacrifier pour son enfant? Mais alors, par contre, moi, j'aurais une petite question. Qui profite de ce sacrifice à la fin?
puisqu'on voit que dans cette logique, il n'y a jamais une génération d'hommes qui peut en profiter. Belle machine, another break and go. Mais si l'État capitaliste a besoin de la guerre, Jean Junot, comme vous dites, est-ce que malgré tout, on peut envisager qu'il n'y ait pas de guerre dans ce même État capitaliste? Et pour faire court, est-il possible de tuer la guerre sans tuer l'État capitaliste? Non. Pour moi, non. Désolé d'être pessimiste, mais l'État capitaliste est un être organisé qui fonctionne tel qu'il est. Il s'appelle État capitaliste, comme toute chose s'appelle, table, fauteuil, théâtre, homme, chien. Écoutez, comment on en est arrivé quand même à bien connaître le fonctionnement d'un être vivant ou d'un être humain? On a fait en sorte de mettre un cadavre sur une table de dissection, on lui a ouvert le ventre et puis on l'a regardé, tout simplement. L'État capitaliste, c'est pareil. Il est là sur une table de dissection, on lui ouvre le ventre. Si j'enlève la guerre de ce corps-là, autant dire que j'enlève un organe vital. Le cœur, le poumon, le rein, ça ne peut pas fonctionner. Donc, reste à savoir si je préfère vivre et jouir des beautés du monde en toute liberté, ou si je préfère assurer par mon sacrifice la continuité de la vie de l'État capitaliste, en sachant que mon sacrifice, je me répète encore une fois, ne sert à rien d'autre qu'à faire vivre cet État. Alors, est-ce qu'il mérite mon sacrifice? Est-ce qu'il est honnête? Est-ce qu'il est humain? Est-ce qu'il tend au bonheur pour tous? Voilà, ce sont des questions, je profite encore du principe de l'émission, ce sont des questions qu'il lui fallu se poser, ou qu'il faut encore se poser, ou qu'il faudra se poser. Alors Jean Junot, merci, c'est sur ces questions auxquelles vous nous demandez de réfléchir que je vous invite à rejoindre vos musiciens. Vous allez nous faire entendre un passage de votre ouvrage « Refus d'obéissance », qui, je le rappelle, vient de paraître dans la revue Europe. Ce long poème est intitulé « Je ne peux pas oublier ». C'est à vous. Merci. Vivre. Je préfère vivre. Vivre et tuer la guerre. Et tuer l'État capitaliste. Vivre. Je préfère vivre et m'occuper de mon propre bonheur. Je n'ai besoin du sacrifice de personne. Je refuse de me sacrifier pour qui que ce soit. Vivre. Je préfère vivre et me sacrifier à mon bonheur et au bonheur des autres. Je refuse, comme j'accuse, les conseils des gouvernants de l'État capitaliste. Je refuse, comme j'accuse, les conseils des professeurs de l'État capitaliste, des poètes de l'État capitaliste, des philosophes de l'État capitaliste. On ne peut plus se promener sur le champ de bataille avec son fusil pareil à un bâton. Le dédain, l'acceptation du martyre, la non-résistance,
tout ça ne peut être maintenant efficace. Croyez-vous que l'État capitaliste va s'arracher le cœur de bon gré? La guerre est le cœur de l'État capitaliste. La guerre irrigue de sang frais toutes les industries de l'État capitaliste. La guerre fit monter aux joues de l'État capitaliste les belles couleurs et le duvet de pêche. Alors vous croyez que de son bon gré, l'État capitaliste va s'arracher le cœur parce que vous êtes touchant, bel imbécile, marchant dans la ligne de tirailleurs, avec votre fusil pareil à un bâton. Il n'y a qu'un seul remède. Notre force. Il n'y a qu'un seul moyen de l'utiliser. La révolte. Puisqu'on n'a pas entendu notre voix, puisqu'on ne nous a jamais répondu quand nous avons gémi, puisqu'on s'est détourné de nous quand nous avons montré les plaies de nos mains, les plaies de nos pieds et de nos fronts, puisque sans pitié on apporte de nouveau la couronne d'épines, et que déjà voilà préparés les clous et le marteau. Apporte ses ombres. Je te reconnais. Je te reconnais, Deveux, mon ami. Toi, qui as été tué à côté de moi devant la batterie de l'hôpital en attaquant le fort de Vaux. Je te vois. Ne t'inquiète pas, je te vois fort bien. Je vois ton front, là-bas sur la colline, posé sur le feuillage des gueuses. Je vois ta bouche aussi, quelque part dans ce vallon. Et ton œil qui ne bouge plus, ton œil qui se remplit de poussière dans les sables du torrent. Je vois ton corps crevé. Je vois tes mains entortillées dans tes entrailles, quelque part là-bas, sous l'ombre, comme sous la capote que nous avons jetée sur toi, parce que je peux te le dire maintenant, Deveux, mais tu étais trop terrible à voir. Et que nous étions forcés de rester près de toi parce que la mitrailleuse égalisait le trop d'obus au ras des crêtes.
ma roi. Tu es, toi aussi, à côté de moi, devant la batterie de l'hôpital, en attaquant le fort de Vaux. Oh, je te revois comme si tu étais encore vivant. Je te revois avec ta belle moustache, blonde comme un champ de blé, que maintenant on appelle par chez toi le champ de Philippe. Et toi, Jolivet, mon ami, mon frère, tu es pareillement à côté de moi, devant la batterie de l'hôpital, en attaquant le fort de Vaux. Pardonne-moi, Jolivet, pardonne-moi. Pardon, mais je ne te vois pas. Je ne peux pas te voir. Je ne te vois pas car ton visage a été d'un seul coup raboté. Et j'avais des copeaux de ta chair sur mes mains, mais j'entends, oh j'entends encore de ta bouche humaine ce long gémissement qui se gonfle puis qui se tait. Et toi, Bernard, toi qui as été tué devant moi, en attaquant le fort de Vaux, tombé là, juste devant moi, d'un seul coup sur le ventre, c'était moi derrière, j'étais juste. Et toi, ton dos comme une montagne, je vous connais, je vous reconnais tous, je vous vois, je vous revois, je vous entends tous. Vous êtes là dans la brume qui s'avance, vous êtes là dans la terre, vous m'entourez, vous me parlez, vous avez pris possession du vaste monde, et vous êtes moi. Nous allons maintenant entendre la compagnie Septembre qui va nous interpréter le magnifique texte de Jean Giono, L'homme qui plante les arbres. La compagnie sera demain matin à partir de 11h sur le parvis de la chapelle de l'Observance pour nous faire entendre un autre texte, un de Beaumine, qui fait partie de la trilogie de Pan avec Reguin et Colline. Nous serons aussi en direct vendredi prochain, 16 octobre, à 20h30, au Carré Magique de Lannion en Bretagne. Et à cette occasion, et en faisant suite à l'interdiction de représentation annoncée cette semaine par la ministre de la Culture, Madame Roselyne Bachelot, nous recevrons l'auteur et le metteur en scène du Tartuffe, Jean-Baptiste Boclin. Bonne soirée, à la semaine prochaine, et bonne semaine à toutes et à tous. Merci.
faisais une longue course à pied sur des hauteurs absolument inconnues des touristes, dans cette très vieille région des Alpes qui pénètre en Provence. C'était au moment où j'entrepris ma longue promenade dans ces déserts. C'était des landes nues et monotones. Il n'y poussait que des lavandes sauvages. Après 3 jours de marche, je me trouvais dans une désolation sans exemple. Je campais à côté d'un squelette de village abandonné. Je n'avais plus d'eau depuis la veille et il me fallait en trouver. Ces maisons agglomérées, quoiqu'en ruine, comme un vieux nid de guêpes, me firent penser qu'il avait dû y avoir là, dans le temps, une fontaine ou un puits. Il y avait bien une fontaine, et sèche. Les 5 à 6 maisons, sans toiture, rongées de vent et de pluie, la petite chapelle au clocher écroulé, étaient rangées comme le sont les maisons et les chapelles dans les villages vivants. Mais toute vie avait disparu. C'était un beau jour de juin avec grand soleil. Mais sur ces terres sans abri et hautes dans le ciel, le vent soufflait avec une brutalité insupportable. Ces grondements dans les carcasses des maisons étaient ceux d'un fauve dérangé dans son repas. Il me fallut lever le camp. À 5 heures de marche de là, je n'avais toujours pas trouvé d'eau et rien ne pouvait me donner l'espoir d'en trouver. C'était partout la même sécheresse, les mêmes herbes ligneuses. Il me sembla apercevoir dans le lointain une petite silhouette noire debout. Je la pris pour le tronc d'un arbre solitaire. À tout hasard, je me dirigeai vers elle. C'était un berger. Une trentaine de moutons, couchés sur la terre brûlante, se reposaient près de lui. Il me fit boire à sa gourde, et un peu plus tard, il me conduisit à sa bergerie. Cet homme parlait peu. C'est le fait des solitaires. Mais on le sentait sûr de lui et confiant dans cette assurance. C'était insolite dans ce pays dépouillé de tout. Il me fit partager sa soupe et comme après je lui offrais ma blague à tabac, il me dit qu'il ne fumait pas. Son chien, silencieux comme lui, était bienveillant mais sans bassesse. Il avait été entendu tout de suite que je passerais la nuit là. Le village le plus proche était encore à plus d'une journée et demie de marche. Et au surplus, je connaissais parfaitement le caractère des rares villages de cette région. Dispersés loin les uns des autres, ce sont des endroits où l'on vit mal. Les familles, serrées les unes contre les autres dans ce climat qui est d'une rudesse excessive, aussi bien l'été que l'hiver, exaspèrent leur égoïsme en vase clos. Les hommes vont porter leur charbon à la ville, les femmes mijotent des rancœurs, il y a concurrence sur tout, aussi bien pour la vente du charbon que pour le banc à l'église. Par là-dessus, le vent également, sans repos, irrite les nerfs. Il y a des épidémies de suicide et de nombreux cas de folie, presque toujours meurtrières.
alla chercher un petit sac et déversa sur la table un tas de glands. Il se mit à les examiner l'un après l'autre avec beaucoup d'attention, séparant les bons des mauvais. Je me proposais pour l'aider. Il me dit que c'était son affaire. Et en effet, voyant le soin qu'il mettait à ce travail, je n'insistais pas. Ce fut là toute notre conversation. Quand il eut du côté des bons un tas de glands assez gros, il les compta par paquets de 10. Ce faisant, il éliminait encore les petits fruits ou ceux qui étaient légèrement fendillés, car il les examinait de fort près. Quand il eut ainsi devant lui 100 glands parfaits, il s'arrêta et nous allâmes nous coucher. La société de cet homme donnait la paix. Je lui ai demandé le lendemain la permission de me reposer tout le jour chez lui. Il le trouva tout naturel. Ce repos ne m'était pas absolument obligatoire, mais j'étais intrigué. Je voulais en savoir plus. Avant de partir, il trempa dans un seau d'eau le petit sac où il avait mis les glands soigneusement choisis et comptés. Je remarquai qu'en guise de bâton, il emportait une tringle de fer grosse comme le pouce et longue d'environ 1,50 m. Il laissa le petit troupeau à la garde du chien et il m'invita à l'accompagner. Arrivé à l'endroit où il désirait aller, il se mit à planter sa tringle de fer dans la terre. Il faisait ainsi un trou dans lequel il mettait un gland, puis il rebouchait le trou. Il plantait des chênes. Je lui demandai si la terre lui appartenait. Il me répondit que non. Savait-il à qui elle était? Il ne savait pas. Il supposait que c'était une terre communale, ou peut-être était-elle la propriété de gens qui ne s'en souciaient pas. Lui ne se souciait pas de connaître les propriétaires. Il planta ainsi 100 glands avec un soin extrême. Depuis 3 ans, il plantait des arbres dans cette solitude. Il en avait planté 100 000. Sur les 100 000, 20 000 étaient sortis. Sur ces 20 000, il comptait encore en perdre la moitié, du fait des rongeurs ou de tout ce qu'il y a d'impossible à prévoir dans les desseins de la Providence. Restaient 10 000 chênes qui allaient pousser dans cet endroit où il n'y avait rien auparavant. C'est à ce moment-là que je me souciais de l'âge de cet homme. 55, me dit-il. Il s'appelait Elzéar Bouffier. Il avait possédé une ferme dans les plaines. Il y avait réalisé sa vie. Il avait perdu son fils unique, puis sa femme. Il s'était retiré dans la solitude où il prenait plaisir à vivre lentement avec ses brebis et son chien. Il avait jugé que ce pays mourait par manque d'arbres.
Il ajouta que n'ayant pas d'occupation très importante, il avait résolu de remédier à cet état de choses. Je lui dis que dans 30 ans, ces 10 000 chênes seraient magnifiques. Il me répondit très simplement que si Dieu lui prêtait vie dans 30 ans, il en aurait planté tellement d'autres que ces 10 000 seraient comme une goutte d'eau dans la mer. Nous nous séparâmes le lendemain. L'année d'après, il y eut la guerre de 14, dans laquelle je fus engagé pendant 5 ans. Sorti de la guerre, je me trouvais avec le grand désir de respirer un peu d'air pur. Je repris le chemin de ces contrées désertes. Le pays n'avait pas changé. Toutefois, au-delà du village mort, j'aperçus dans le lointain une sorte de brouillard gris qui recouvrait les hauteurs, comme un tapis. Depuis la veille, je m'étais remis à penser à ce berger planteur d'arbres. Il n'était pas mort. Il était même fort vert. Il avait changé de métier. Il ne possédait plus que 4 brebis, mais par contre, une centaine de ruches. Il s'était débarrassé des moutons qui mettaient en péril ses plantations d'arbres, car, me dit-il, et je le constatais, il ne s'était pas du tout soucié de la guerre. Il avait imperturbablement continué à planter. Les chênes de 1910 avaient alors 10 ans et étaient plus hauts que moi. Le spectacle était impressionnant. Nous passâmes tout le jour en silence à nous promener dans sa forêt. Elle avait 11 km de long et 3 km dans sa plus grande largeur. Quand on se souvenait que tout était sorti des mains et de l'âme de cet homme, sans moyens techniques, on comprenait que les hommes pourraient être aussi efficaces que Dieu dans d'autres domaines que la destruction. Il avait suivi son idée. Les hêtres m'arrivaient aux épaules. Les chênes étaient drus et il me montra d'admirables bosquets de bouleaux qui dataient de 5 ans. Il leur avait fait occuper tous les fonds où il soupçonnait avec juste raison qu'il y avait de l'humidité presque à fleur de terre. Je vis couler de l'eau dans des ruisseaux qui, de mémoire d'homme, avaient toujours été à sec. C'était la plus formidable opération de réaction qui m'ait été donnée de voir. Le vent aussi dispersait certaines graines. En même temps que l'eau réapparut, réapparaissaient les saules, les osiers, les prés, les jardins, les fleurs, et une certaine raison de vivre. La transformation s'opérait si lentement qu'elle entrait dans l'habitude sans provoquer d'étonnement. Les chasseurs, qui montaient dans les solitudes à la poursuite des lièvres ou des sangliers, avaient bien constaté le foisonnement des petits arbres, mais ils l'avaient mis sur le compte des malices naturelles de la terre. Qui aurait pu imaginer dans les villages et dans les administrations une telle obstination dans la générosité la plus magnifique? À partir de 1920, je ne suis jamais resté plus d'1 an sans rendre visite à Elzéar Bouffier. Je ne l'ai jamais vu fléchir ni douter. En 1933,
il allait planter des hêtres à 12 km de sa maison. Pour s'éviter le trajet d'aller-retour, car il avait alors 75 ans, il envisageait de construire une cabane de pierre sur les lieux mêmes de ses plantations, ce qu'il fit l'année d'après. En 1935, une délégation administrative vint examiner la forêt naturelle. Il y avait là un grand personnage des eaux et forêts, un député, des techniciens. On prononça beaucoup de paroles inutiles. On décida de faire quelque chose, et heureusement, on ne fit rien. Rien, sinon la seule chose utile, mettre la forêt sous la sauvegarde de l'État. J'avais un ami parmi les forestiers qui était de la délégation. Je lui expliquai le mystère. Un jour de la semaine d'après, nous allâmes tous les deux à la recherche d'Elzéar Bouffier. Nous le trouvâmes en plein travail. Le côté d'où nous venions était couvert d'arbres de 6 à 7 mètres de haut. Je me souvenais de l'aspect du pays en 1913, le désert. Le travail paisible et régulier, l'air vif des hauteurs, la frugalité et surtout la sérénité de l'âme avait donné à ce vieillard une santé presque solennelle. C'était un athlète de Dieu. Je me demandais combien d'hectares il allait encore couvrir d'arbres. J'ai vu Elzéar Bouffier pour la dernière fois en juin 1945. Il avait alors 87 ans. J'avais donc repris la route du désert. Mais maintenant, il y avait un car qui faisait le service entre la vallée de la Durance et la montagne. J'ai eu besoin d'un nom de village pour conclure que j'étais bien, cependant, dans cette région jadis en ruine et désolée. Vergonce. En 1913, ce hameau de 10 à 12 maisons avait 3 habitants. Ils étaient sauvages, se détestaient, vivaient de chasse à peu près dans l'état physique et moral des hommes de la préhistoire. Les orties dévoraient autour d'eux les maisons abandonnées. Leurs conditions étaient sans espoir. Il ne s'agissait pour eux que d'attendre la mort. Et maintenant, tout était changé. L'air lui-même. Au lieu des bourrasques sèches et brutales qui m'accueillaient jadis, soufflait une brise souple, chargée d'odeurs. Un bruit semblable à celui de l'eau venait des hauteurs. C'était celui du vent dans la forêt. Et enfin, chose plus étonnante, j'entendis le vrai bruit de l'eau coulant dans un bassin. Je vis qu'on avait fait une fontaine, qu'elle était abondante. Et ce qui me toucha le plus, on avait planté près d'elle un tilleul, symbole incontestable d'une résurrection. L'espoir était donc revenu. On avait déblayé les ruines, abattu les pans de murs délabrés et reconstruit 5 maisons. Le hameau comptait désormais 28 habitants, dont 4 jeunes ménages. Les maisons neuves, crépies de frais, étaient entourées de jardins potagers où poussaient, mélangés mais alignés, les légumes et les fleurs, les choux et les rosiers, les poireaux et les gueules de loup, les céleris et les anémones. C'était désormais un endroit où l'on avait envie d'habiter. Si on compte l'ancienne population, méconnaissable depuis qu'elle vit avec douceur, et les nouveaux venus, plus de 10 000 personnes doivent leur bonheur à Elzéar Bouffier. Quand je réfléchis qu'un homme seul, réduit à ses simples ressources physiques et morales, a suffi pour faire surgir du désert ce pays de Canaan, je trouve que malgré tout, la condition humaine est admirable. Mais quand
quand je fais le compte de tout ce qu'il a fallu de constance dans la grandeur d'âme et d'acharnement dans la générosité pour obtenir ce résultat, je suis pris d'un immense respect pour ce vieux paysan sans culture qui a su mener à bien cette œuvre digne de Dieu. Elzéar Bouffier est mort en 1947, paisiblement, à l'hospice de Ballon.